Bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour le plateau de l'invité sur Miwad Info. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Malik Nathiaba, a ouvert mercredi dernier à Lomé un colloque intitulé « Reconstruire le monde 70 ans après Bandung, quelle solidarité pour une communauté de destin Afrique-Asie » organisé par l'Université de Lomé en partenariat avec l'ambassade de Chine. L'événement a réuni des chercheurs, diplomates, responsables politiques, membres de la société civile, bien entendu, également des étudiants venus de différents pays, le Cameroun, les États-Unis, le Canada, la Belgique et même le Burkina Faso. Et cette rencontre internationale s'est inspirée de la conférence de Bandung en 1955, au cours de laquelle les États asiatiques et africains nouvellement indépendants avaient promu la solidarité sud-sud face aux tensions de la guerre froide. On va donc revenir sur ces 2 jours d'activités d'échange et de partage avec donc 3 invités sur ce plateau. Professeur Joseph Tchibé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous êtes également directeur du Centre de recherche Chine-Afrique, CERSA, président du comité d'organisation au niveau de l'Université de Lomé. Bien entendu. Vous êtes en compagnie de professeur Isaac Bazier, directeur de l'Institut d'études afro-asiatiques et internationales Afroasie, et vous venez de l'Université du Québec à Montréal au Canada. Merci d'avoir accepté notre invitation. 3e invité sur ce plateau, professeur Darius Koudori. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur du Master Échange avec l'Asie, fondateur Bandung Spirit Network, fondateur Afrasie de l'Université de Havre en Normandie en France. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va revenir sur ces 2 jours d'activité durant ce colloque international que l'Université de Lomé a abrité. Dites-nous, professeur Tibé, quel a été l'objectif principal de cette rencontre? Merci d'abord de l'invitation, parce que ça nous permet de partager avec ceux qui n'ont pas pu avoir le temps de passer à l'Université de Lomé les résultats et les conclusions de nos échanges. Alors, quel est l'objectif principal de cette rencontre? D'abord, c'est un objectif commémoratif. Commémorer, c'est vrai, ça permet de se rappeler des choses historiques, mais aussi ça permet de faire un brick et de comparer ce qui a été dit il y a 10, 15, 20 ans ou 50 ans en arrière avec ce que nous faisons dans le présent pour voir si les objectifs définis il y a 70 ans, pour ce qui concerne Bandung, ont pu impacter sur le devenir de l'Afrique. Mais commémorer, c'est aussi marquer une pause pour se projeter dans l'avenir. Et donc, notre rencontre à l'Université de Lomé avait pour objectif de voir l'esprit de Bandung qui a été lancé en 1955, comment est-ce que cet esprit a eu à infléchir les comportements des pays, à agir sur le devenir des pays qui ont eu à se rencontrer à Bandung. Est-ce que dans la situation actuelle où on peut parler d'un désordre international, est-ce que l'esprit de Bandung est toujours d'actualité? Si oui, comment faire pour que la solidarité qui a été déclarée à la conférence de Bandung puisse être invitée, si vous voulez, dans les débats et faire en sorte que l'Afrique et l'Asie puissent parler d'une même voix, justement dans ce désordre international. On va faire un petit rétropédalage, si vous le permettez. Vous êtes vous-même professeur en histoire. Qu'est-ce que les nouvelles générations devront aujourd'hui savoir de cette rencontre qui avait eu lieu en 1955, dénommée la conférence de Bandung? Alors, vous savez, dans nos programmes scolaires, il est enseigné, notamment en terminale, la conférence de Bandung, dans les étapes de la décolonisation de l'Afrique. Et dans ces programmes-là, on enseigne à la jeune génération ce qui a été dit à Bandung. Et quand vous scrutez les documents historiques qui parlent de la conférence de Bandung, on parlait du discours historique du président de l'Indonésie qui a montré très clairement ce que Bandung représentait à l'époque comme rupture par rapport à tout ce qui a précédé. Et donc, la jeune génération doit non seulement comprendre que Bandung a été une rupture majeure, même si on peut considérer qu'il y a eu plusieurs rencontres internationales du genre, Bandung a
infléchir les comportements et a agi sur le devenir des pays, de la trentaine de pays qui se sont retrouvés à Bandung. Et donc, au-delà de ça, ils doivent savoir que Bandung a balisé la voie pour la solidarité afro-asiatique, pour le destin commun de l'humanité, et savoir que, en tant que jeunes et donc citoyens, ils doivent s'inspirer de l'esprit de Bandung pour éviter les conflits qui se développent aujourd'hui à l'échelle internationale et être, si vous voulez, de très bons citoyens pour le monde de demain, pour éviter les crises et les inimitiés, les mésententes que nous rencontrons dans le monde présent. Merci beaucoup pour ce bref rappel. Deux expressions me parlent. L'esprit Bandung, mais aussi la solidarité entre deux continents, différents peuples. Pour vous, professeur Bazier, quelle est l'importance aujourd'hui, l'importance historique de la conférence de Bandung et son impact sur la solidarité entre l'Afrique et l'Asie de nos jours? Merci beaucoup. Bandung a été un point de rupture majeur et qui a permis l'expression concertée des préoccupations partagées par l'Asie et par l'Afrique. Il faut d'abord noter que lorsque la conférence de Bandung a lieu, du point de vue africain, et je parle de l'Afrique avec ses diasporas, les questions de la décolonisation, notamment formulées par Césaire dans le discours sur le colonialisme, n'est-ce pas, et les pressions qui s'élevaient sur l'Empire pour que les pays africains accèdent à l'indépendance étaient là, et Bandung a été le réceptacle de cette tension-là. Maintenant, pour arriver à l'importance de Bandung aujourd'hui, la conférence de Bandung aujourd'hui, il faut juste voir ce qui préoccupe encore les peuples africains notamment. On parle de souveraineté. Nous pensons que l'Afrique se trouve dans ce que nous appelons une deuxième phase de la décolonisation. Nous pensons que le projet politique à Bandung n'était pas, c'est-à-dire le projet ne s'est pas encore réalisé complètement. L'Afrique est encore en train de négocier la souveraineté de la gestion de ses ressources et la place de l'Afrique dans le Conseil des Nations. Alors donc, il y a des préoccupations. Ce que je vois dans le long terme, sur les 70 ans, des préoccupations qui étaient présentes à Bandung et qui n'ont pas encore trouvé une réponse satisfaisante, du point de vue en tout cas des peuples africains et notamment de la jeunesse, qui donc permettent de penser que Bandung est d'actualité. Et c'est aussi donc important pour la jeunesse de le savoir, pour comprendre que la recherche de liberté et aussi d'une connexion juste, équitable avec le reste du monde, grâce aux nouvelles technologies et tout, que leurs aspirations sont légitimes et ont une portée historique. Et que, au fond, cette jeunesse, laquelle s'inscrit dans la continuité de combats qui ont été menés par des générations antérieures. Et dans ce contexte-là, quelle analyse faites-vous aujourd'hui des relations bilatérales, de toutes sortes, entre l'Afrique et l'Asie aujourd'hui au XXIe siècle? Le contexte a beaucoup changé. Et heureusement d'ailleurs, à Bandung, déjà, peu de pays africains étaient indépendants politiquement. De nos jours, nous sommes dans le déploiement de ce que Bandung envoyait comme opportunité, potentialité. Pourquoi? Parce que il y a, oui, les relations multilatérales, il y a les plateformes conjointes, mais il y a, depuis Bandung, il y a eu des développements, des relations avec notamment la Chine, évidemment, l'Inde, l'Indonésie, le Japon. Je veux dire que il y a eu une intensification des relations entre les pays asiatiques et les pays africains, et donc sur la base, n'est-ce pas, des accords bilatéraux. Et il y a aussi, ce qu'il faut souligner, la mobilité des peuples, des personnes, qui vient donner un horizon à la conférence de Bandung qui complète l'horizon politique qui était là et porté par les chefs d'État. Et ceci n'est pas peu dit, puisque à la fin, toutes ces concertations engagent les peuples. Donc, et nous voyons
justement dans le contexte actuel, avec donc la mobilité de plus en plus accrue, même des jeunes Africains, il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une diversification de destinations. N'oublions pas que dans les années 50, 60, lorsqu'il fallait sortir pour aller étudier, l'axe était quand même l'axe Afrique-Europe. Mais de nos jours, lorsque vous allez à Pékin, vous allez en Indonésie, vous rencontrez des jeunes Africains tout à fait sûrs d'eux qui sont en train, n'est-ce pas, de chercher le savoir pour que l'Afrique en profite. Et c'est une excellente chose. Moi, je voudrais ajouter quelque chose pour dire que généralement, quand on pose la question en ces termes-là, c'est parce qu'on veut questionner l'inéquité et l'inégalité des relations entre l'Asie et l'Afrique. C'est un fait. Si vous prenez tous les grands sommets qui ont été convoqués à travers l'histoire sur la question des relations afro-asiatiques, l'initiative a été souvent prise par l'Asie. Et quand on voit un peu l'état de développement des pays asiatiques comparativement à celui des pays africains, on peut se dire, oui, à Bandung, on a parlé de l'égalité, de l'équité, de la solidarité, etc. Qu'est-ce qui explique le fait que, 70 ans plus tard, l'Afrique se situe dans une situation de victimisation, si vous voulez, c'est-à-dire dans une relation où on estime que la balance est beaucoup plus penchée vers les pays asiatiques et que l'Afrique se retrouve dans une situation de quelqu'un ou d'un continent qui justement, comment est-ce que les États, quelle appréciation avez-vous aujourd'hui des démarches des États africains pour essayer d'équilibrer un peu les rapports de force? Alors, vous savez, beaucoup de pays africains ont développé des relations avec des États asiatiques sur le principe de la solidarité et de l'accompagnement. Parce qu'il y avait un esprit qui a émergé à Bandung. C'est que on a dit, mais à l'époque, il y avait beaucoup de pays qui n'étaient pas encore indépendants et ils se sont promis assistance. Le jour où un des leurs parviendrait à l'indépendance, ils tendraient la main à l'autre. Et donc, les pays africains ont saisi, si vous voulez, cette perche tendue pour pouvoir développer des relations. Quand vous prenez nos pays, vous prenez le Togo par exemple, il y a une forte collaboration entre le Togo et la Chine, notamment depuis 1972. Et les relations diplomatiques entre ces pays-là sont au beau fixe. Vous parlez de la Chine aujourd'hui, les États, on a la conférence, le sommet Chine-Afrique, voilà. qui réunit on a le sommet Chine-Afrique, on a le sommet Pakistan-Afrique, on a le sommet Inde-Afrique. Et quand vous voyez tous ces sommets... Sauf que ça reste un continent et un pays. Exactement. Quand vous voyez tous ces sommets, toutes ces conférences, c'est ce que je disais tantôt, l'initiative est prise par les pays asiatiques notamment. Donc on se demande, mais est-ce que l'Afrique n'a pas l'initiative ou alors on est dans un jeu où l'Afrique joue le second rôle? C'est pour cela qu'il est important que les chefs d'État africains puissent prendre leurs responsabilités et puis prendre des initiatives qui puissent amener l'Afrique à sortir de ces seconds rôles apparents, si vous voulez, pour que le jeu soit équitable. Et donc, des conférences ou des colloques, des initiatives scientifiques du genre peuvent se prêter à l'exercice d'un think tank pour donner des idées à nos gouvernants, pour que nos gouvernants puissent se saisir des résultats, des recommandations. Pour justement, et vous nous parlerez dans le courant de cette émission des recommandations sorties de ce colloque pour justement permettre aux États de mieux évoluer dans les relations bilatérales. Vous les avez écoutés, vous représentez, professeur Koudouri, sur ce plateau, le partenaire asiatique. Dites-nous, quel regard portez-vous justement aujourd'hui sur le chemin parcouru dans ces relations 70 ans plus tard? Alors, il me semble qu'il faut clarifier quelques notions aux terminologies. Allez-y. D'abord, esprit Bandung. On parle esprit Bandung. Bandung. Mais qu'est-ce que c'est? On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est esprit Bandung. Alors, il y a deux notions qu'il faut distinguer. Principe de Bandung et esprit Bandung. Le principe de Bandung sont bien formulés dans la déclaration finale de la conférence de Bandung et maintenant adopté par l'UNESCO comme mémoire du monde.
Donc les archives de la conférence de Bandung, tous les archives de la conférence de Bandung est classé patrimoine de l'UNESCO. À partir de la conférence et de principes de Bandung se dégage un terme qui s'appelle esprit Bandung, mais qui n'est jamais formulé. Alors, il y a plusieurs choses à la fois, mais j'ai essayé de synthétiser à partir de différents discours, etc. Il y a 5 éléments de l'esprit Bandung. D'abord, la paix, la coexistence pacifique entre les différents pays, différentes nations, différents systèmes économiques, politiques, sociaux, etc., etc. En paix. C'est la diversité, c'est la nature du monde. Donc il faut gérer la diversité. Donc c'est la coexistence pacifique. Deuxième, l'indépendance vis-à-vis de toutes sortes de dominations, de colonialisme, de l'hégémonisme, d'impérialisme. Et donc la souveraineté également. Parce que la souveraineté, c'est la base du développement. Sans souveraineté, on ne peut pas se développer. Troisième élément de l'esprit Bandung, égalité de toutes les races, de toutes les nations, petits et grands, ont le même droit, surtout à l'ONU. Quatrième élément, ou quatrième idéal, je préfère le mot idéal plutôt que valeur, quatrième idéal de l'esprit Bandung, c'est la solidarité envers le pauvre, le faible, les colonisés, les opprimés, et surtout envers les victimes de l'injustice. Cinquième idéal de l'esprit Bandung, c'est l'émancipation vers le meilleur, basé sur l'intérêt du peuple et le visée de l'avenir soutenable ou durable. Voilà. Ça, c'est les 5 éléments de l'esprit Bandung. Si vous connaissez la Révolution française, l'esprit Bandung, c'est 3 révolutions françaises plus 2. Vous avez en quoi la Révolution française? Liberté, fraternité et égalité. C'est dans la terminologie esprit Bandung, c'est l'égalité, solidarité et quoi d'autre? Alors, égalité, fraternité et liberté. La liberté, c'est indépendant. Mais en esprit Bandung, il y a plus 2. La paix et l'émancipation. Donc, c'est pour retenir, c'est facile. La Révolution française, plus 2. Ça, c'est l'esprit Bandung. Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, nous incarnons tous ces idéaux voilà, aujourd'hui? C'est ça le défi. C'est-à-dire, tout ce qui réclame comme imprégné de l'esprit Bandung doit rendre compte de ces 5 idéaux-là. Voilà. Et donc, le rapport, comme vous posez la question, le rapport afro-asiatique, etc., etc., est-ce que, donc, les 5 éléments-là pourraient être utilisés comme les grilles de lecture de la situation actuelle de rapport entre l'Afrique et l'Asie. Voilà, au niveau d'égalité, au niveau de solidarité, au niveau d'émancipation. Quelle est la différence ou le rapport entre l'Afrique et l'Asie, etc. Et c'est complexe, on ne peut pas dire de façon en 5 minutes de la situation. Ce qui est sur la retourne, on y travaille, ou sinon les États travaillent à arriver à atteindre ces objectifs. Mais selon vous, quels sont les enjeux géopolitiques actuels qui rendent cette solidarité particulièrement pertinente de nos jours? Alors j'ai dit toujours, la conférence de Bandung terminée, l'ère de Bandung terminée, les principes ont été formulés, l'esprit Bandung connu. Qu'est-ce qu'il reste de la conférence de Bandung? Qu'est-ce qu'il reste? Pour moi, c'est le rêve. C'est le rêve qui reste. Le rêve qui se dégage de la conférence de Bandung, c'est progresser ensemble, mondialement, pour la prospérité partagée, en paix, en justice, en coopération, en solidarité et en diversité. Voilà le rêve de Bandung. Maintenant, pour arriver à ce rêve, réaliser ce rêve-là, quels sont les obstacles, quelles sont les opportunités,
qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Ces beaux rêves aujourd'hui se retrouvent piétinés par les enjeux de l'heure, des conflits, de la guerre commerciale. Comment justement, professeur Ziabé, on peut essayer au mieux d'arranger les choses selon vous? Oui, actuellement, une des choses qui a suivi un autre rendez-vous important qu'on ne pourrait pas penser sans la conférence de Bandung, c'est le rendez-vous de Belgrade, la naissance du mouvement des non-alignés. Et j'aimerais aller tout de suite par rapport aux enjeux contemporains pour dire que ce qui se passe sur la scène internationale actuellement on sent une poussée vers les polarisations. Comme mon collègue le disait, donc les alignements stratégiques, et de telle sorte que cette grille-là des alignements fait que pour les pays africains, dès qu'un pays africain essaie de sortir des avenues historiques et convenues de collaboration pour aller ailleurs, la lecture est une lecture d'alignement qui, au fond, est un biais dans la manière d'interpréter le mouvement des États. Première chose. Deuxièmement, je pense que le non-alignement aujourd'hui est une chose dont l'Afrique devrait tirer profit. Et ça vient à la suite de la conférence de Bandung aussi. Donc, et dans ce non-alignement, penser les positionnements de manière stratégique et penser aux opportunités, comme il disait, qui s'offrent à nous dans un contexte de multipolarité et de tensions ravivées, et résister farouchement, n'est-ce pas, à l'adhésion par principe simplement à un camp ou, n'est-ce pas, à une aliénation qui se renouvellerait malheureusement. Moi, je voudrais ajouter un truc à ce qu'il dit, c'est que on parle de solidarité. Et je pense que un des idéaux de Bandung, c'est la solidarité. Et donc, quand on parle de solidarité et de communauté de destin, cela ne se limite pas forcément aux pays qui se sont retrouvés à Bandung en 1955. C'est la communauté de destin pour toute l'humanité. Mais les événements contemporains auxquels nous assistons, le trumpisme notamment, montrent que les États-Unis, comme c'est de ce pays qu'il s'agit, sont en train de se retrouver dans un isolationnisme qui rappelle ce qui s'est passé avec le président Wilson Woodrow. Et donc, face à ces comportements, on peut questionner l'actualité par rapport à l'esprit de Bandung, notamment sur la solidarité, où solidarité devait conduire à la communauté de destin. Et donc, clairement, avec ce qui se joue sur la scène internationale aujourd'hui, cela nous amène à poser des questions par rapport à ce qui a été pris comme décision, comme principe à Bandung, et à dire très clairement, comme Isaac l'a rappelé, que Bandung est beaucoup plus actuel que nous ne le pensons. Justement, et comment est-ce que cette chaîne de solidarité s'est-elle matérialisée au fil des années? Quelles sont aujourd'hui les réalisations concrètes de la coopération Asie-Afrique depuis lors, et qu'on peut citer en exemple palpable? D'abord, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de sommets qui ont été organisés entre le continent asiatique et le continent africain. Et au cours de ces sommets, il a été décidé un certain nombre de réalisations. Et on peut voir que ce soit dans les pays de l'Afrique subsaharienne ou dans les pays de l'Afrique du Nord et autres, un certain nombre de réalisations avec des conditionnalités qui sont beaucoup plus souples que ce qu'on a observé avec les partenariats traditionnels que les pays africains ont eu à entretenir avec les autres parties du monde. Ça, c'est assez important. Quand vous prenez un peu la question de la solidarité, on pose souvent la question de savoir quel type de solidarité on doit développer pour que cela puisse être profitable. Et je pense, et c'est là également une réponse forte qui est sortie des travaux du colloque, la solidarité doit être d'abord économique.
elle doit être économique, parce que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, l'économie joue un rôle important. Et même les politiques s'alignent dès que les questions économiques sont en jeu. C'est pour cela que il y a une participante qui a estimé que la solidarité dont il est question aujourd'hui doit se baser avant tout sur l'économie. Et quand on voit à travers l'histoire, on se rend compte que, justement, les mains tendues de l'Asie vers l'Afrique, puisque les pays asiatiques, à un moment donné, ont pris leur envol. Les pays africains, certains oui, certains non, ceux qui sont à la traîne sont encore soutenus par un certain nombre de pays d'Asie. Ils ont estimé qu'il faut investir en Afrique. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'investissements. Et l'Afrique, aujourd'hui, compte sur des pays asiatiques dans sa volonté, l'Afrique, dans sa volonté de développement. Quand vous prenez l'Inde, quand vous prenez la Chine, aujourd'hui, la Chine a pris la tête d'un certain nombre de mouvements sur le continent africain et d'un certain nombre d'investissements sur le continent africain. Donc on peut se dire que, en fait, l'esprit de solidarité ou l'idéal de solidarité n'est pas un vain mot, puisqu'il y a eu justement un certain nombre de réalisations. Mais la question qu'on peut se poser aussi, et c'est cette question-là que beaucoup se posent, est-ce que cette volonté de l'Asie d'aller vers l'Afrique n'est pas une autre forme de colonisation? Puisque les esprits critiques posent clairement la question en disant, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir changer le colonisateur d'hier avec de nouveaux colonisateurs aujourd'hui? Je ne pense pas que ce soit très exact de poser la question en ces termes-là, parce que quand vous voyez un peu même l'esprit des Asiatiques, à mon avis, cet esprit diffère un peu de l'esprit de nos anciens colonisés. Parce qu'il y a cette idée de communauté de destin, cette idée de solidarité, cette idée d'accompagnement que les pays asiatiques développent vis-à-vis de l'Afrique. C'est vrai, tout est question de géostratégie, tout est question de stratégie. On peut dire qu'il y a anguille sous roche, mais jusqu'ici, on comprend très clairement que ce sont des relations beaucoup plutôt plus stables, on va dire, entre les plus stables. Vous avez insisté sur le secteur économique, professeur Bazier. Je voudrais vous écouter également sur la question. Pour vous, quels sont ces autres secteurs susceptibles de vraiment pouvoir bénéficier largement de ces relations entre l'Afrique et l'Asie? Oui, il y aurait aussi tout ce qui concerne la question de l'éducation et la culture, qui était aussi dans le communiqué final de la conférence de Bandung et qui revient régulièrement. Du point de vue culturel et anthropologique, donc pour parler des identités des peuples, et nous le savons, le projet colonial a visé directement la question culturelle en Afrique et en Asie, pour nier les identités et transformer des peuples qui avaient leur propre manière de vivre en des sujets de second degré dépendant de l'Empire. Donc, il n'est pas inutile d'insister sur le fait que la question culturelle était présente là et qu'elle continue de nous occuper. Pourquoi? Parce que la coopération culturelle que la conférence de Bandung a prônée entre l'Afrique et l'Asie avait pour but, d'une part, de permettre que ce qui a été mis à mal, minoré, soit réhabilité d'une part, mais d'autre part, que les peuples puissent se connaître. Parce que l'économie est importante, c'est vrai, mais dépenser l'argent, c'est culturel. Le rapport à la richesse, c'est culturel. L'idée du bonheur, c'est culturel. Le rapport au travail, c'est culturel. Et nous le voyons d'ailleurs, il y a aussi des situations malheureuses qui arrivent, des frictions sur l'axe Afrique-Asie. Et donc, la question culturelle, la coopération culturelle a aussi pour but de faciliter
une compréhension entre les peuples asiatiques et africains dans le respect de la diversité et dans l'appréciation de ce qui nous distingue et dans la promotion de ce qui nous réunit. Maintenant, du point de vue de l'éducation, il y a là une pléthore de Dans nos projets. universités en Afrique, Oui, comment est-ce que cet voilà. esprit Bandung est transmis aux étudiants? Alors, il faut dire très clairement que dans plusieurs départements, dans les départements d'histoire notamment, que je connais le mieux, il y a des thématiques, des séminaires qui sont organisés sur cet esprit de Bandung. D'abord, pour que les étudiants puissent s'approprier l'esprit de Bandung, il faut d'abord historiquement connaître ce qui s'est passé à Bandung. Quels ont été les principes, quel est cet esprit-là. Le professeur Kuidori l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas formellement écrit, contrairement aux principes qui ont été édictés et matérialisés. Et donc, on essaye de rappeler le contexte historique à nos étudiants avant de faire la jonction entre ce qui s'est passé à Bandung et ce que nous vivons aujourd'hui. Un monde égalitaire, un monde avec comme girouette la solidarité, un monde qui évite la dépendance, l'exploitation de son prochain, etc. Ce sont des valeurs qu'on inculque aux jeunes et on essaye de leur expliquer que quand vous êtes des individus qui considèrent l'autre comme vous-même, vous êtes dans l'esprit de Bandung. Quand vous êtes des étudiants qui soutenez vos prochains, vous êtes dans l'esprit de Bandung. Donc voilà un peu comment nous essayons quand même de porter ces informations, ces acquis de Bandung, l'héritage de Bandung à la connaissance de nos étudiants. Mais il y a un élément important dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Parce que le professeur Isaac Bazier a parlé de la question de l'éducation. Mais aujourd'hui, nous sommes stupéfaits quand nous voyons un peu l'essor technologique des pays asiatiques. Et donc, nos universités se mettent à l'école de l'Asie. Et il n'y a pas longtemps, moi je suis revenu de la Chine, c'était pour aller négocier la technologie, pour que des universités chinoises viennent nous accompagner pour un développement technologique. Donc pour montrer que en fait, nous avons tout à gagner, tout à apprendre de l'Asie. Ce n'est même pas un motif de honte en disant que tel pays est en avance sur nous, nous allons nous mettre à l'école de ce pays-là. D'autant plus que beaucoup de pays asiatiques aussi ont eu à domicilier la technologie en essayant de voir ce qui s'est passé dans les pays occidentaux. Il y a, par exemple, le Japon a envoyé ses étudiants dans les pays occidentaux pour apprendre la technologie et venir l'adapter aux réalités du Japon. Donc l'Afrique aussi, dans cet esprit de Bandung-là, peut envoyer des étudiants c'est faciliter la mobilité, c'est également aussi impliquer la jeunesse, justement entre les deux continents. Dans les collaborations, dans les mémorandums d'entente que nous signons avec les universités chinoises, japonaises, etc., la question de la mobilité scientifique a un rôle important à jouer. Justement, pour faciliter une intégration, ou sinon garantir une bonne intégration aux étudiants africains qui partent étudier en Asie. En Asie, il y a aussi la barrière linguistique à faire sauter. Vous parlez parfaitement français, on dirait parce que vous êtes enseignant-chercheur en France, mais puisque le français est aussi une langue officielle de beaucoup de pays en Afrique, quand vous êtes en Afrique, vous vous sentez on va dire confortable. Comment est-ce que les États ou sinon les pays asiatiques travaillent à exporter cette langue ou justement pour faciliter, avoir un niveau d'échange équitable avec nos pays? Mais à l'université de Lomé, nous avons l'Institut Confucius qui beaucoup s'intéresse à l'Institut Confucius, à l'apprentissage du mandarin. Nous avons Indian Kona qui a commencé à enseigner la langue indienne aux étudiants. Donc, nous sommes dans un monde qui est ouvert. Et donc, nous devons intégrer le fait que, pour donner plus de possibilités à nos étudiants, qu'on puisse s'ouvrir au monde, notamment aux pays asiatiques, pour que, justement, nos étudiants qui partent là ne puissent pas avoir à rencontrer
la question de la barrière linguistique, qu'elle soit préparée déjà ici avant de partir. Ça c'est juste une parenthèse. Et malgré les efforts qui sont consentis, professeur Koudou, dites-nous quelles sont malgré tout les principales difficultés ou défis à relever pour renforcer cette solidarité? Oui, avant de répondre à cette question, je reviens à l'objectif. Oui. Le rêve. Et quels sont les obstacles pour arriver à ce rêve-là? Donc, professeur Bazier a déjà cité la question culturelle, etc. etc. Alors, moi, j'ai suivi tout simplement la pensée du professeur Samir Amin, qui est en référence, en africain, égyptien. Alors, après le colonialisme, les pays occidentaux continuent à dominer le monde à travers 5 monopoles, contrôle, dont la science et la technologie, dont l'information, la communication, médias, dont le système financier, dont les armements et dont le contrôle sur l'accès aux ressources de matières premières. Jusqu'à récemment, il est inimaginable que les pays non occidentaux puissent rattraper le retard par rapport à l'Occident dans ces domaines-là. Qui peut aller envoyer astronautes dans la Lune, si ce n'est pas l'Occident? Nanotechnologie, biotechnologie, plongée sous-marin, dans l'information, communication, médias, la télévision dominante dans le monde, le mainstream, BBC, CNN, Reuters, AFP, Google, GAFAM, toutes sont occidentales. Dans la finance, dominée par FMI et la Banque mondiale. Dans les armements, la bombe atomique, hydrogène, l'aviation de combat, etc., tous sont occidentaux. Donc le contrôle sur les ressources de matières premières, vous êtes riche en Afrique, mais qui contrôle l'accès à vos sources de matières premières? Si vous n'avez pas la technologie, vous ne pourrez pas. Mais il y a une chance, ça c'est l'obstacle, la montée de l'Asie. L'Asie est en train de rattraper dans ces domaines-là. Et l'Asie n'a pas le même esprit comme les Occidentaux. Et donc c'est une chance de s'allier avec l'Asie pour rattraper. Et donc, le domaine de coopération, justement, on va faire de façon systématique le domaine de coopération dans la science et la technologie. La coopération dans le domaine de l'information, de communication médias, y compris la télévision. Et dans le domaine de la finance, maintenant, BRICS, avec la banque BRICS, et puis on utilise la monnaie locale plutôt que dollar, etc., etc. Ça, c'est l'Asie qui initie. Dans le domaine des armements, maintenant, la Russie, l'Asie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran dépassent l'armement occidental. Donc le missile balistique, hypersonique, etc., ça dépasse la capacité occidentale. Donc le contrôle des ressources sur les matières premières, maintenant c'est la guerre entre la Chine et les États-Unis parce que la Chine contrôle de façon presque quasiment monopolistique les mines de terre rares. Et les États-Unis sont paralysés parce qu'ils n'ont pas la terre rare. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant les États-Unis? Ils creusent l'océan Pacifique pour chercher la terre rare. Donc ça va une guerre. Voilà, donc les 5 domaines de coopération entre l'Afrique et l'Asie. Donc, c'est un domaine dont je viens. Vous êtes-vous originaire de l'Indonésie? Oui, l'Indonésie. Quelles sont, dans votre pays d'origine, les marques de l'Afrique, s'il en existe, ou peut-être dans les autres pays asiatiques que vous parcourez? Ah oui, j'ai amené professeur Isaac chez moi, parce que nous avons une partie de population africaine. Vous n'avez pas imaginé. Oui. Ils sont venus il y a 5000 ans, lorsque les Homo sapiens sortis de l'Afrique. Ils sont destination vers l'Est, jusqu'à l'Australie. Ils sont arrivés en Australie il y a 50 000 ans. Donc, avant les populations actuelles, les populations d'origine sur l'Indonésie,
sont le type africain, nos ancêtres, Homo sapiens. Et puis, il arrive les populations chinoises, il y a 10 000 ans à peu près, descendues vers l'Asie du Sud-Est. Ils sont métissés avec les populations noires, qui est devenue comme moi, métisse afro-asiatique, entre le type chinois et le type mongoloïde et le type négroïde, qui fait le métissage se produit plutôt la partie ouest de l'Indonésie. Donc il y a une gradation de couleur de peau de l'ouest vers l'est. Plus à l'est, plus foncé, parce qu'ils sont moins métissés. Donc les populations d'origine africaine qui restent. Et sont nos frères, les Papous. J'ai amené professeur Brasier en Papouasie. En Papouasie-Nouvelle-Guinée. Non, en Papouasie, il y a deux parties. La partie est, c'est Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un État indépendant. La partie ouest, c'est l'Indonésie. Je l'ai amené à la partie indonésienne. Je suis promené dans la rue avec lui. J'ai parlé en français. Alors les gens se demandent, mais justement, comment vous avez vécu cette expérience Papou qui ne parle pas indonésien. Alors je leur ai demandé, devinez, il est d'où là, ce monsieur-là? Il est de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il pense de l'autre côté. Parce qu'il ne parle pas la même langue. Voilà. Donc, exactement le type, phénotype anthropologique africain. Merci. Ça, chez nous, on a le seul pays asiatique qui contient le fond de population africaine. Chez nous. Merci pour vraiment ce partage et petit cours de géographie et d'histoire quand même sur ce plateau. Vous allez nous dire, il est très souvent reproché aux États africains, sinon aux dirigeants africains, d'être certes de bons négociateurs de partenariats, mais après on a du mal à vraiment bénéficier ou même à mettre en œuvre ce qui a été décidé ou souhaité. Et quelles ont été les recommandations à cet effet lors de ce colloque? Il y a et pour juste revenir sur ce voyage mémorable en Papouasie, j'ai vu des gens qui, si on les amenait dans mon village au Burkina Faso, se retrouveraient comme des poissons dans l'eau. Ils ne seraient même pas considérés comme des étrangers. Non, et ils ne seraient pas perdus du point de vue même des pratiques aussi, des coutumes, des manières de voir le monde et les croyances. C'est extraordinaire. C'est juste, pour moi, c'était une expérience je suis en études culturelles, c'était une expérience très édifiante et je continue de travailler là-dessus. Cela dit, quelles sont les recommandations relatives permettre aux États africains de tirer le meilleur profit de la relation Asie-Afrique et donc de ce qui s'est quand même ouvert comme un espace d'opportunité actuellement avec la montée de l'Asie et la multipolarité du monde actuellement. Il faut dire que c'est une danse qui se fait à deux. Et les initiatives, moi, au fond, je ne suis pas très gêné que les pays asiatiques fassent la cour à l'Afrique. Pas du tout. Il n'y a absolument rien de mal à être apprécié et à être recherché. Ensuite, ceci constitue un défi pour les pays africains. Et je pense que c'est là la question, là où vraiment il va falloir se retrousser les manches. Pourquoi? Prenons l'exemple de la Chine. Avec autour du FOCAC dernier et tout ce qui s'est fait dans les planifications, lorsqu'il faut regarder la planification de l'économie et des politiques et la manière, n'est-ce pas, de se projeter dans le moyen et le long terme. Et vous regardez la manière dont tout cela se fait en se concentrant sur des objectifs vérifiables, des corrections et tout le reste. Et que vous revenez dans nos États, il y a un défi. Il y a un défi quant à la mise en place des plans, quant à la planification de nos propres besoins, ce qu'au fond, on va traduire en termes d'agentivité africaine. C'est-à-dire la manière, et je pense qu'il y a quand même des pas qui sont faits, il y a des apprentissages qui ont été faits, il y a des améliorations, sauf que, il y a des chemins à parcourir dans ce sens-là pour justement dire à l'autre de quelle manière nous voulons
que la transaction se passe. Et ça, personne ne va le faire à notre place, que ce soit du point de vue bilatéral, ou que ce soit du point de vue régional, ou, n'est-ce pas, à l'échelle de l'Afrique, de l'Union africaine et tout. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'un défi que les Africains doivent relever pour eux, comme les pays asiatiques l'ont fait. Au-delà des considérations politiques, et comment est-ce que, on va dire, vous en tant que chercheur, vous pouvez appuyer justement les décideurs à mieux travailler à la mise en œuvre de différents partenariats? Oui, vous savez, moi je suis directeur du Centre de recherche Chine-Afrique. Et il est inscrit dans l'agenda de ce centre-là de chercher à voir dans les relations entre la Chine et l'Afrique, là où ça ne marche pas, pour que nous puissions creuser, pour voir qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, et faire des propositions concrètes aux dirigeants. Vous savez, lorsque en septembre 2024, il y a eu le FOCAC, notre chef de l'État y a participé et il a pris plusieurs engagements vis-à-vis de la Chine. Et quand ils sont revenus, le centre a organisé une journée d'études le 16 octobre pour scruter les grandes décisions qui ont été prises, les 10 recommandations qui ont été faites, pour voir comment est-ce que le Togo peut se positionner. C'est vrai que quand on parle du FOCAC, il y a une grosse enveloppe, on dit, bon, voici comment ça doit se répartir, dans tel domaine, dans tel autre domaine. Mais il y a une question, comme Isaac l'a dit, de priorisation des besoins. Nous avons beaucoup de besoins, mais il faut prioriser et voir, eu égard aux besoins de la communauté, de la société, de la jeunesse suffisamment. J'insiste là-dessus parce que l'avenir ne se fera pas sans la jeunesse. Et de la manière dont nous traitons nos jeunes aujourd'hui sera la société de demain. Et donc, voir un peu quelles sont les aspirations de cette jeunesse, de cette population, et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut prioriser pour le bien commun. Et donc, nous avons joué ce rôle-là, et nous continuons de saisir toutes les occasions possibles pour dire aux gouvernants que dans cette aventure, je l'appelle ainsi, entre l'Afrique et l'Asie, ou alors entre l'Afrique et la Chine, précisément pour ce qui concerne notre pays et notre centre de recherche, il y a des pistes prioritaires à explorer. Par exemple, j'ai parlé tantôt de la question de la technologie, mais il y a aussi toute la question de des télécommunications. Il y a toute la question du numérique. Aujourd'hui, le Togo en a fait une des priorités en termes de digitalisation des services, etc., etc. Nous avons beaucoup à apprendre de l'Asie. Et donc, nous nous comportons comme un think tank. Et à chaque fois que nous faisons une activité à l'université de Lomé, nous faisons ce que nous appelons le relevé des conclusions que nous envoyons dans les ministères jusqu'à la primature. Justement, au sortir de ce colloque, quels sont les futurs projets à court terme et à long terme? Alors, déjà, il faut que les recommandations que nous avons formulées au cours de ce colloque soient connues à travers le monde. Et donc, peut-être que le professeur Koudori reviendra là-dessus. En octobre, il y aura une grande conférence à Bandung pour clore, si vous voulez, la série des commémorations à travers le monde, puisque là, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre propos introductif, ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Ce que nous avons fait à Lomé, dès demain, le professeur Koudori partira pour Ouagadougou. Il y a une autre conférence qui se tiendra là-bas. Et donc, la déclaration de Lomé sera publiée dans la grande déclaration qui sera lue à la conférence de Bandung. Il y aura une conférence en octobre à Bandung. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a eu tout ce que nous avons partagé comme réflexion pertinente, réflexion scientifique, qui doit forcément être connue. Et nous, dans la communauté des chercheurs, des scientifiques, la meilleure façon de vulgariser nos idées, c'est de faire des publications. Et donc, les travaux qui ont été présentés dans le cadre de ce colloque vont déboucher sur une publication. Le livre va paraître, on va le diffuser en ligne comme en papier pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent s'imprégner des débats de fond
et ça, je pèse mes mots, des débats de fond qui se sont tenus dans le cadre de la conférence de Lomé. Maintenant, au-delà de ça, la conférence de Lomé, ou le colloque de Lomé, a été pour nous, jeunes centres de recherche Chine-Afrique, l'occasion de nous mettre en contact avec d'autres centres qui travaillent sur des questions similaires. C'est pour cela que la rencontre avec la FRASI, la rencontre avec l'Institut des études africaines de Chine qui est arrivé, est une belle opportunité pour nous, pour que nous puissions croiser les regards, pour voir comment est-ce que les autres abordent ces problématiques, que nous puissions apprendre d'eux, que eux aussi puissent apprendre de notre façon de faire, pour que nous puissions ensemble créer une communauté scientifique qui réfléchit sur les enjeux réels qui doivent pouvoir être le catalyseur, si vous voulez, de ce que nous voulons. J'ai envie de dire, le monde que nous voulons, ce monde-là, peut être pensé par les chercheurs que nous sommes. Et donc, nos travaux doivent pouvoir aider nos décideurs à se pencher sur ce que nous voulons. Ce que nous voulons n'étant pas différent de ce que nos populations veulent, ce que nos dirigeants veulent. Voilà le rôle du scientifique. Merci. Professeur Koudori, un mot sur les recommandations du colloque. Oui, alors donc, tous les 5 ans, on organise une grande conférence commémorative en Indonésie. Hein. Depuis 2005, j'organise ça. 2005, 2010, 2015. Et qui est-ce qui sont invités à cette rencontre? C'est les universitaires. C'est-à-dire, moi, j'organise au nom de communauté Esprit Bandung scientifique. Donc, ce sont des universités. Parce que l'État indonésien organise leur propre commémoration. Tandis que nous, la société civile, organise également, en parallèle. Et puis, on soumet notre déclaration à l'État, donc au chef d'État qui va partager... En tout cas, il y a un travail scientifique qui est fait. Voilà, qui va partager avec les homologues africains et asiatiques. Parce que la commémoration de Bandung, c'est toujours afro-asiatique. Tous les pays africains ont été toujours invités par l'État indonésien, asiatique et africain, donc une centaine de pays, et puis une déclaration finale qui est diffusée. Alors nous, côté académique, nous pouvons insérer notre recommandation dans cette grande déclaration finale étatique. Ouais, pour une meilleure harmonisation. Parce que, voilà, on dit Bandung était un succès. Pourquoi? Parce que c'était organisé par les États. Et le système onusien est toujours encore basé sur les États. Donc, pour que nos petits colloques ou commémorations, etc., soient réussis jusqu'à niveau politique, il faut qu'ils soient adoptés par les États. J'ai envie de poser une question. Quand je me réfère aux valeurs que le professeur Koudori préfère appeler les idéales, la paix, la souveraineté, l'égalité, l'indépendance, quand on se réfère à l'actualité, il y a un vent panafricaniste qui souffle aujourd'hui sur le continent, qui revendique les mêmes, on va dire, ces principes. Pour vous, est-ce qu'il y a des similitudes entre l'esprit Bandung et le courant panafricaniste? Oui, mais on ne peut pas parler de panafricanisme sans l'esprit Bandung, parce que véritablement, quand on voit un peu ce qui a été dit, ce qui a été décidé à Bandung, et le vent, d'ailleurs, avant même Bandung, le panafricanisme a connu plusieurs fortunes, et les principes et les recommandations, si vous voulez, qui ont été prises à Bandung sont venus confirmer et consacrer l'idéal panafricaniste. Et donc, c'est pour cela que moi, j'ai l'habitude de dire que, en fait, quand nous parlons de Bandung, il ne faut pas seulement voir la chose en termes de relation entre l'Afrique et l'Asie. Mais l'esprit de Bandung doit pouvoir souffler sur le continent africain pour aller vers le panafricanisme. Tout à l'heure, je parlais de ce que le Togo a eu à faire comme prouesse en matière de déclaration ou de considération de la colonisation et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et je me disais que, en fait, à partir du moment où, à Bandung, on a condamné la colonisation officiellement, et que le Togo se mette à l'avant-garde aujourd'hui pour que
l'humanité puisse reconnaître la colonisation, l'esclavage comme crime contre l'humanité, des choses contre lesquelles le panafricanisme s'est dressé de façon formelle. Donc vous voyez que, en fait, l'esprit de Bandung continue jusqu'à aujourd'hui, mais continue aussi d'insuffler, si vous voulez, une dynamique à la notion de panafricanisme qui est devenu, si vous voulez, le chou gras de tous les Africains, la jeunesse, les Africains d'un certain âge, parce qu'on estime que il faut revenir aux valeurs africaines, il faut que l'Afrique soit aux Africains, mais il y a un danger. L'Afrique doit être aux Africains, mais cela ne doit pas exclure l'esprit d'ouverture qui a été prôné. L'ouverture sur le monde. Merci beaucoup, très rapide. On est presque à la fin de cette émission. J'ai une dernière question pour vous. Le ministre Nataba a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture, le travail doit se poursuivre à l'heure où le multilatéralisme est menacé par des intérêts nationaux égoïstes. Sinon, dans cet élan d'esprit, quelles sont les perspectives pour la décennie à venir? Moi, je pense que ce qui se passe actuellement, notamment la guerre tarifaire qui a été imposée au monde, et et non pas seulement cette guerre tarifaire, il y a déjà quelque chose que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans un contexte de décolonisation. Et il y a sur l'échiquier international, il y a quelque chose qui se passe, des mouvements notables et une configuration du monde. Et sans être un prophète, je dirais que ce qui se passe en ce moment va marquer durablement les relations internationales. Cette guerre tarifaire annoncée aux États-Unis. Oui, et qu'il y a et c'est une opportunité pour le Sud global, disons-le de cette façon-là. Pourquoi? Parce que ces déplacements-là vont précipiter des mesures, la mise en place de mesures de coopération, de solidarité, grâce auxquelles, qui seraient venus peut-être, qui auraient eu besoin de peut-être plus de temps pour arriver, mais qui aujourd'hui vont s'accentuer, s'accélérer, et cela ne peut que faire du bien, n'est-ce pas, à ce Sud global qui est quand même à l'ombre de la conférence de Bandung, n'est-ce pas? Donc, pour terminer, je vais conclure avec vous. Quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse africaine et asiatique à l'occasion de cette commémoration de la conférence de Bandung? Aller au-delà de NATO. Vous connaissez NATO? NATO, en anglais, c'est North Atlantic Treaty Organization, qui est guerrier des États-Unis et l'Europe. L'OTAN, oui. Mais NATO, les Indonésiens font des blagues. Qu'est-ce que c'est NATO? NATO, c'est no action talking only. C'est-à-dire, c'est juste bavarder, bavarder, bavarder sans action. Alors, j'ai dit... Sans action, il n'y a pas de changement. Non. Voilà. Et donc, il faut aller au-delà de NATO. C'est-à-dire de traduire, nous, les intellectuels, les universitaires, traduire notre pensée, notre réflexion, notre connaissance dans une action. C'est pourquoi on a fondé Afrasi avec Isaac Bassi. Pour former des jeunes Africains face aux défis mondiaux. Voilà. Et donc, apprendre des langues asiatiques, etc. etc. Voilà, c'est ça. Donc, aller au-delà de NATO. Voilà. En quelques mots, pour vous, professeur Tibé, message pour cette jeunesse africaine surtout, qui a devant elle toute une opportunité à saisir dans ses relations. S'inspirer de l'esprit de Bandung, car il y a de l'espoir en se référant au passé, notamment à l'esprit qui a été développé à Bandung. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Professeur Joseph Tibé, vous êtes directeur du Centre de recherche Chine-Afrique CRSA, président du comité d'organisation du colloque international sur la conférence de Bandung à Lomé. Professeur Isaac Bazier, merci d'être venu, directeur de l'Institut d'études afro-asiatiques et internationales Afrasi. Professeur Darius Koudouri, directeur du master échange avec Asie, fondateur Bandung Spirit Network, cofondateur Afrasi, et vous venez de l'université Le Havre, Normandie, en France. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité sur Néo Info.